La Haute Cour de Londres approuve ce matin sa décision d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Son image a été troublée. Mais qui l'a troublée? Qui estime qu'elle est troublée? Controversée selon qui en fait? L'image de Julian Assange a effectivement été troublée. Comme on pollue de l'eau, comme on met de la boue dans l'eau pour troubler l'eau, pour qu'on ne puisse plus voir le fond de l'affaire. Salut, ici Olivier Azam pour les Mutins de Pangée. Bienvenue dans le podcast des Mutins. Dans ce premier numéro, nous allons nous intéresser à Julian Assange, journaliste, fondateur de Wikileaks, qui croupit dans une prison de haute sécurité en Grande-Bretagne en attendant son extradition vers les États-Unis, où il risque 175 ans de prison. Nous sommes avec Laurent Doré et Victor Dedage, deux des meilleurs connaisseurs de l'affaire Assange en France. Nous allons décortiquer une dépêche émise par l'AFP le 10 décembre 2021, lors du verdict du tribunal britannique qui a cédé à la demande des États-Unis de lui livrer Julian Assange. Une dépêche très symptomatique du traitement réservé à Julian Assange dans les médias dominants, quand ils sortent du silence désormais de rigueur. Voyons donc cette dépêche émise par l'agence France Presse, une des 3 plus grosses agences mondiales. Oui, l'AFP fournit énormément de matière en fait pour les médias écrits et pas seulement. Donc souvent elle donne le là sur certains sujets en fournissant des faits. L'AFP fournit énormément de faits, ça, il faut le reconnaître. Mais aussi il y a des effets de cadrage sur certains sujets où des biais s'expriment. Et ces biais sont répercutés dans les médias qui reprennent les dépêches de l'AFP. Alors ils les reprennent pas souvent, enfin pas toujours telles quelles, hein. Parfois ils ajoutent des éléments, ils en modifient, mais l'AFP ils donnent le là souvent. Voilà, il y a une question de confiance aussi. On sait que normalement c'est les faits qui priment et pas les opinions, c'est pas un édito quoi. Alors voilà comment démarre la dépêche. Julian Assange, héros controversé de la liberté d'informer des gens. Peut-être déjà dire un mot, Laurent, sur le terme controversé. Oui, controversé selon qui en fait? C'est ça, on accole ce qualificatif sans préciser qui juge que Julian Assange est controversé. C'est ça, c'est comme si c'était quelque chose d'objectif. Julian Assange est controversé. Sous couvert de neutralité journalistique, on va voir que la neutralité est très absente dans cette dépêche. Entre guillemets, terroriste high-tech ou héros traqué de la liberté d'informer, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, qui a perdu vendredi une étape importante dans sa bataille pour éviter l'extradition vers les États-Unis, a vu son image se troubler avec le temps. Alors voilà, là déjà, a vu son image se troubler avec le temps. Voilà, là encore, comme le qualificatif controversé, son image a été troublée. Mais qui l'a troublée? Qui estime qu'elle est troublée? Quels sont qu'est-ce qui s'est produit en fait pour qu'on puisse estimer en 2021 que son image est trouble? Alors on continue. Les États-Unis veulent juger l'Australien de 50 ans pour une fuite massive de documents. Ça, personne ne le conteste. Une juge britannique s'y était opposée en première instance, mettant en avant un risque de suicide s'il était extradé. Peut-être déjà, on peut expliquer rapidement, Victor, qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi au niveau de la justice anglaise, ce nouvel épisode. Ce nouvel épisode, et le terme n'est pas trop fort, de toute cette longue procédure, est que la justice britannique en appel, a finalement donné raison aux Américains et accepté l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Ce jugement est intervenu après qu'un premier jugement avait estimé qu'il n'était pas extradable à cause de son état de santé. Les Américains ont fait appel. Et sur ce point-là, et uniquement sur ce point-là, c'est-à-dire son état de santé, il a été décidé que finalement, l'excuse n'était pas recevable et qu'il pouvait faire l'objet d'une extradition, d'autant plus que, selon les juges, les Américains auraient, ouvrez les guillemets, offert des garanties, fermez les guillemets. Mais après des assurances de Washington sur les conditions de détention, la Haute Cour de Londres a cassé le verdict de cette décision. Alors, quelles sont ces assurances, Victor Dedage, qui ont été données par Washington? Parce que là, c'est pas expliqué tout de suite. En fait, les assurances par rapport à quoi déjà? C'est à l'origine, Julian Assange était destiné à entrer dans ce qu'on appelle les prisons supermax américaines.
non seulement les prisons supermax qui sont des enfers sur terre d'après un directeur de prison qui était venu témoigner au procès, mais en plus soumis à des mesures administratives spéciales, une couche supplémentaire dans une opération qui consiste en fait à transformer le prisonnier en un mort vivant, incommunicable avec le monde extérieur, et impossible de se défendre, si tant et si peu que les Américains ont l'intention de le laisser se défendre. Donc les assurances étaient que, en gros, non, Julian Assange, malgré son état de santé, ou à cause de son état de santé, ne sera pas placé dans une prison de haute sécurité. Alors on sait que ces assurances ne valent pas grand-chose, même pas le papier sur lequel ils sont écrits, je crois que c'est Amnesty qui l'a formulé en ces termes-là, pour la simple et bonne raison qu'on a déjà des cas multiples où ils sont revenus sur leurs assurances, et que deuxièmement, les personnes qui formulent ces assurances ne sont pas les personnes qui décident de ces mesures aux États-Unis. Donc déjà en soi, les assurances sont gratuites. Troisièmement, ils se réservent le droit, tout en donnant les assurances, ils se réservent le droit de revenir sur leurs paroles si bon leur semble. On va le dire comme ça. En gros, ils traduisent ça en disant, sauf si Julian Assange fait quelque chose qui mériterait qu'il y aille. Mais ce quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est. D'autant plus, ça fait 10 ans qu'il est en prison, qu'il ne peut pas s'exprimer. On voit mal ce qu'il pourrait faire dans une prison supermax qui mériterait des mesures administratives spéciales supplémentaires. On voit qu'il se garde une porte ouverte pour éventuellement le faire. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il est déjà dans une sorte de prison supermax, puisque la prison de Belmarsh à Londres est quand même pas une promenade de santé, quoi. C'est une prison supermax, c'est une prison de haute sécurité anglaise, qualifiée en son temps comme le Guantanamo britannique. Les conditions sont épouvantables selon moi pour des conditions de prison classiques, mais dans le cas Assange, il est en préventif, condamné pour rien, dans une prison de haute sécurité qui est généralement réservée aux terroristes, aux assassins en série, en fait, en gros, les cas les plus difficiles. Alors c'est ça, il faut bien insister sur le fait qu'il est absolument condamné de rien et qu'il est dans cette prison depuis qu'il a été arrêté au sein de l'ambassade, arraché de l'ambassade équatorienne à Londres où il était réfugié, le 11 avril 2019. Depuis cette date, il a d'abord fait 50 semaines de prison pour avoir brisé son bracelet. Enfin, il y a un autre terme, c'est plutôt pour avoir... C'est enfreinte aux conditions de sa liberté conditionnelle. Voilà. Pour ça, il a pris 50 semaines, ce qui est énorme. Hein. C'est une peine très très lourde. C'est le maximum. Il y a tout est surprenant. D'abord, la vitesse avec laquelle il a été condamné. Il a été condamné le jour même où il a été sorti de l'ambassade. Il a été condamné dans une procédure qui a dû durer un quart d'heure. Il a été condamné alors que les seuls mots qu'il a eu le temps de prononcer, c'est non coupable. Le juge en a profité pour l'insulter. Il s'est retrouvé dans une prison de haute sécurité. C'est du jamais vu. Et condamné à la plus grande peine, le maximum étant de 51-52 semaines. Il a été condamné à 50 semaines. Il faut préciser qu'en Grande-Bretagne, des personnes recherchées pour meurtre qui avaient violé leurs conditions de libération sous caution ont été punies à des peines de 6 mois, pas 50 semaines. Alors c'est très lourd, et en plus c'est toujours dans le cadre de l'affaire suédoise, dont on ne va pas rappeler dans le détail, mais qui est l'affaire qui l'a poursuivi. Indirectement dans l'affaire de cadre suédoise, puisqu'il avait été arrêté par la police britannique et mis en condition en résidence surveillée. Donc l'affaire suédoise qui est l'affaire de présumés crimes sexuels qui ont finalement été abandonnés au bout de... Non, même pas présumé. Moi je conteste fortement ce terme-là. Je pèse mes mots et la phrase qui va suivre, chaque mot est pesé et répété 1000 fois dans ma tête, au risque d'écorcher les oreilles de certains. Julian Assange n'a jamais été accusé de viol par 2 femmes en Suède. Est-ce que je peux être plus clair que ça et faut-il le répéter? Maintenant, la question, c'est comment et pourquoi cette idée s'est insinuée dans l'esprit des gens. Eh bien, je crois qu'il y a une réponse dans la dépêche de l'AFP tout à l'heure quand on a parlé du mot « trouble ». Parce qu'on peut l'entendre de 2 façons, ce mot « trouble ». Celui que l'utilise le journaliste pour parler d'un personnage trouble dans son esprit, c'est pas celui que moi je vais utiliser. L'image de Julian Assange a effectivement été troublée. Comme on pollue de l'eau, comme on met de la boue dans de l'eau pour troubler l'eau, pour qu'on ne puisse plus voir le fond de l'affaire. Et ce trouble a été créé par les médias qui ont relayé, répété, des éléments de langage, pour commencer, qui sont devenus ensuite des mensonges, ensuite des vérités, qu'il est aujourd'hui assez difficile à faire comprendre aux gens, à revenir dessus. Tellement c'est gros. Il n'y a jamais eu de plainte pour viol de qui que ce soit. Qu'une procureure ait utilisé ce terme de façon abusive, en émettant un mandat d'arrêt dans lequel, et je pèse mes mots,
Elle a commis un faux en écriture qui a été reconnu par la justice britannique, mais qui a dit c'est pas grave, ça a été fait de bonne foi, où elle déforme les propos des personnes soi-disant qu'elle cite pour faire apparaître une affaire qui n'en était jamais une en réalité. Et cette affaire, qui est une affaire décidée par une procureure, avec des relations étroites avec le monde politique suédois, cette affaire-là est devenue l'affaire du viol. Donc ça a permis quand même de maintenir cette détention finalement, de ce refuge qui est devenu une détention. C'est quand même cette affaire. Moi j'aime bien résumer l'affaire Assange jusqu'à présent par la formule suivante. La justice suédoise a rabattu le gibier Assange dans les filets de la Grande-Bretagne qui sont en train de le ficeler pour l'expédier aux États-Unis. Cette opération était tellement clairement une opération de détournement de l'attention et de paralysation de Julian Assange que déjà, dans le détail par exemple qui est mentionné dans la dépêche de l'AFP, les charges qui ont été abandonnées. Il n'y a jamais eu de charge contre Julian Assange. C'est une enquête préliminaire que Marianne Ny, N-Y, il faudra que l'histoire se souvienne de ce nom, d'une enquête préliminaire qu'elle a décidé de son propre autorité de lancer et de faire traîner, de fermer, de rouvrir et de se faire même tancer par sa hiérarchie pendant 7 ans. Les charges ont été finalement abandonnées par une astuce juridique où les Anglais se sont réveillés comme par hasard. Regardez bien le timing, il est sorti de l'ambassade, il est arrêté. On sait que les États-Unis préparent une demande d'extradition, mais n'ont pas encore fait officiellement. En tout cas, on n'en entendait pas parler. Et à ce moment-là, ils demandent les preuves à la Suède pour l'envoyer là-bas, c'est-à-dire le mandat d'arrêt. C'est à ce moment-là qu'ils demandent à Madame Ny les preuves. Et comme elle n'en avait pas, aucun élément de preuve d'une affaire qui avait été close presque 10 ans auparavant et pour lequel aucun élément nouveau n'était apparu, elle ne pouvait faire autrement, mais tout ça c'était chorégraphié à l'avance, faire autrement que de abandonner l'affaire en le présentant à la presse comme tout a été présenté de façon biaisée en disant « Ah, délai ». Il y avait un problème de délai, un problème de prescription, etc. etc. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est parce que quand les Anglais ont demandé... Alors pourquoi les Anglais ont demandé les preuves ? Parce que dans cette jolie chorégraphie entre la justice, les procureurs britanniques et les procureurs suédois qui ont été révélés par une journaliste italienne, Stefania Maurizi, qui a eu les courriers échangés entre eux, ça c'est un autre des scandales, de la presse n'a pas repris cette information de cette journaliste, on voit clairement qu'il y a eu une manipulation. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont clos cette affaire suédoise. Pourquoi ? Parce qu'il fallait laisser le couloir, l'allée, la route, le chemin libre aux États-Unis qui allaient venir demander leur extradition. C'est ce qui se passe donc aujourd'hui, enfin le 10 décembre, le jour de cette dépêche, c'est-à-dire que finalement la justice anglaise finit par accepter de livrer officiellement Assange. La Haute Cour de Londres approuve ce matin sa décision d'extradition de l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. France 24, 10 décembre 2021. Le fondateur de Wikileaks, que Washington veut juger pour une fraude, pour une fuite massive de documents. Les États-Unis reprochent à Julian Assange d'avoir diffusé plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. On retrouve Hervé Amoric, notre correspondant à Londres. Y a-t-il un recours pour Julian Assange et dans quel état se trouve-t-il ? Après la victoire de Julian Assange en janvier, cette revanche vient d'être remportée clairement par les États-Unis. Les juges de la Cour d'appel ouvrent la voie à l'extradition. Le ministre de l'Intérieur britannique doit donner son feu vert désormais, mais il ne faut pas s'attendre à ce que Julian Assange quitte la prison de haute sécurité de Belmarsh, où il est incarcéré depuis 2019 à Londres, pour partir vers les États-Unis. En effet, du point de vue du processus légal, désormais, c'est retour à la case départ, c'est-à-dire à la cour de district où le juge Vanessa Breitzer en janvier avait interdit cette extradition. Il va y avoir des nouvelles audiences où les garanties données par les Américains qui ont permis à la justice américaine de remporter cet appel vont être examinées et bien sûr sera examiné également l'état de santé physique et morale de Julian Assange qui s'est encore détérioré depuis le mois de janvier où ce juge de la cour de district avait interdit l'appel parce qu'il y avait risque de suicide à l'époque.
Il y a une autre dépêche de l'AFP là, que j'ai vu traîner où il parle d'un bras de fer juridique. Rien que ce terme-là est honteux et scandaleux. Parler d'un bras de fer, c'est presque parler de deux parties puissance égale qui se font face comme ça, qui font quoi? Un bras de fer. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la tentative d'un État d'extrader un journaliste australien travaillant en Europe. L'extradition même, le terme ne convient pas. Il s'agit d'une tentative d'enlèvement sous guise de procédure juridique. Et en guise de bras de fer, il faut simplement se dire que les frais de justice, par exemple, dans cette affaire, du côté américain, sont pris en charge par le gouvernement britannique, alors que pour Julian Assange, c'est assez frais. Ou frais de lui. C'est quoi ce bras de fer où il y a l'Empire d'un côté et un journaliste abandonné de toutes les structures de pouvoir de l'autre côté et soutenu uniquement par un réseau de militants? J'appelle pas ça. Et à qui toutes les données de défense ont été volées, il faut le rappeler, au moment de l'enlèvement, enfin de l'arrestation dans l'ambassade de Londres. Tout a été piqué, les documents. Tout a été piqué. Tout a été d'abord espionné, ensuite piqué. Toutes les règles de confidentialité médicale et avec ses avocats ont été violées joyeusement, ce qui aurait dû faire tomber l'affaire dès le départ, pour ne serait-ce que vice de forme. Mais comme tout dans cette affaire, depuis que le procès a réellement commencé, tout ce qui pouvait être en défense de Julian Assange a été rejeté par les juges britanniques. Ils n'ont accepté quasiment que tout comme pièces, avec conviction, uniquement les pièces d'accusation. Oui, il faut mentionner deux autres garanties prétendues garanties, qui ont été communiquées par les autorités américaines. Elles ont donc dit à la justice britannique que si Julian Assange était extradé vers les États-Unis puis condamné, enfin voilà, il y a un procès, il est condamné, il aurait la possibilité de purger sa peine en Australie, voilà, sa terre natale. Et il y a également une autre garantie. Ils ont assuré que Julian Assange, s'il était extradé, bénéficierait de soins médicaux et psychologiques tout à fait appropriés, qui ne seraient pas négligés. Voilà, enfin encore des garanties qui n'engagent que ceux qui veulent bien y croire. Alors on continue la dépêche. Les avocats d'Assange ont cependant l'intention de saisir la Cour suprême, donc c'est la prochaine étape, c'est le recours. Selon sa compagne Stella Morris, qui a souligné vendredi qu'il était privé de liberté depuis 11 ans. Là, vous avez rien à dire, monsieur Doré, c'est bien depuis 11 ans. C'est ça, 11 ans. Alors, on peut faire le calcul. 11 ans, ça comprend 1 an en résidence surveillée dans la campagne britannique, 7 ans dans l'ambassade équatorienne à Londres, et bientôt 3 ans dans la prison de haute sécurité de Belmarsh. Donc ça fait voilà, 11, oui. Alors, les États-Unis reprochent à Julian Assange d'avoir diffusé, à partir de 2010, sur sa plateforme Wikileaks, plus de 700 000 documents concernant les activités militaires et diplomatiques de Washington, notamment en Irak et en Afghanistan. Là-dessus, pas de... On pourrait réclamer quelques précisions sur la nature des révélations. Elles comprennent notamment des crimes de guerre. Bon, on ne va pas reprocher à l'AFP de ne pas systématiquement rappeler le contenu des révélations, mais peut-être entre parenthèses, ils auraient pu dire de quoi il s'agissait. Alors, effectivement, crimes de guerre, torture, pas mal de tricheries dans les élections, enfin on y reviendra. Il risque jusqu'à 175 ans de prison et est détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh, dans l'état est de Londres, depuis 2 ans et demi. Il avait été écroué immédiatement après avoir été extrait en avril 2019 de l'ambassade d'Équateur, où il s'était réfugié 7 ans plus tôt, déguisé en coursier. Moi, j'aimerais juste revenir sur le terme extrait. Il a été extrait de l'ambassade. Oui, c'est délicat. On l'a prélevé comme ça, comme une fleur délicate. Non, enfin, il a été enlevé en fait de l'ambassade par la police londonienne. Voilà. Après, avec aussi ce qu'on a appris par la suite, qu'on savait déjà depuis longtemps, qu'il y a eu quand même un projet de l'assassiner ou de l'enlever quand même. Oui, on le sait depuis maintenant plus d'1 an. Des documents qui ont été confiés à la justice espagnole. Des témoignages en fait d'anciens employés de la société de sécurité UC Global qui se chargeaient de la sécurité de l'ambassade équatorienne à Londres, qui étaient donc des sous-traitants de l'État équatorien. Eh bien, on a appris que cette société de sécurité, ou en tout cas son PDG,
travailler pour les Américains et plus précisément pour la CIA et donc confier des enregistrements des micros et des caméras qui étaient placés à l'intérieur de l'ambassade directement de l'autre côté de l'Atlantique. Donc voilà, tous les échanges que Julian Assange pouvait avoir avec ses proches, ses visiteurs, ses avocats, ses médecins. Et puis ça va plus loin, on sait également qu'il a été envisagé de kidnapper, voire d'assassiner Assange. Ça circulait dans la CIA. L'idée était là. À l'époque, il était sous le coup de poursuites pour viol en Suède, depuis abandonné. Là, on revient sur ce que tu disais, Victor. Oui, poursuite de viol en Suède. Quoi. C'est encore, tu sais, ce communiqué aurait pu être émis par le BLU, le Bureau des légendes urbaines, donc qui apparemment ont la main mise sur la communication sur l'affaire Assange dans la grande presse, parce que même là-dessus, pour montrer le degré de dissonance cognitive que les journalistes d'une manière générale ont. Commençons par le sommet de l'iceberg. Aucun ne semble s'étonner de la présence d'un journaliste dans une prison de haute sécurité en préventif. On pourrait parler pendant des heures sur tout le reste, mais cette situation-là est complètement scandaleuse, inhabituelle, inexplicable du point de vue juridique, et cela n'a l'air de choquer aucun journaliste. Si un auditeur nous écoute et comprend ça, il doit pouvoir s'imaginer à quel point le reste de sa dissonance cognitive de ce journaliste, jusqu'où ça peut nous mener, s'il n'est même pas capable de comprendre cette anomalie historique. Historique parce que je crois que c'est la première fois qu'un journaliste se trouve dans une prison de haute sécurité en préventif. En Occident. En Occident. Alors, je continue. Pendant ces années de réclusion dans les locaux diplomatiques, Assange a eu 2 enfants avec Stella Morris, l'une de ses avocates. Son image de cyber-warrior, alors, entre guillemets, alors ça rebondit avec le début dont on n'a pas parlé, terroriste high-tech, c'est une formule de Joseph Biden. Hein. Oui, il était à ce moment-là vice-président de Barack Obama. Joseph Biden. Je dirais qu'il est plus proche du terrorisme high-tech que des Pentagon Papers. Hillary Clinton. Ces révélations ne sont pas seulement une attaque contre les intérêts de la politique étrangère des États-Unis. C'est une attaque contre la communauté internationale. Colonel Ralph Peters. C'est un cyberterroriste. Il est coupable de sabotage, d'espionnage et de crimes contre l'humanité. Il devrait être tué. Tom Flanagan. Assange devrait être assassiné. Obama devrait mettre sa tête à prix. Utiliser un drone ou quelque chose comme ça. Bob Buckle. Nous avons des forces spéciales. Un homme mort ne peut rien faire fuiter. Ce type est un traître qui a violé toutes les lois des États-Unis. Ce type devrait être... je ne suis pas pour la peine de mort, mais il n'y a qu'une seule façon. Abattre ce fils de pute de manière illégale. On ne confie pas quelqu'un à un pays en sachant qu'il a été envisagé de l'assassiner. Son image de cyber-warrior aux cheveux blancs s'est brouillée au fil des ans. Alors là, c'est plus troublé, c'est brouillé. En particulier avec la diffusion de sa plateforme en 2016, pendant la campagne présidentielle américaine, de milliers de courriels piratés provenant du Parti démocrate et de l'équipe Hillary Clinton. Alors voici le deuxième gros point qu'on lui reproche. Alors peut-être je continue puis on commentera. Je continue la lecture. Ces révélations avaient alors suscité des éloges appuyés du candidat Donald Trump, qui avait lancé lors d'un meeting « J'adore Wikileaks ». Selon la CIA, ces documents ont été obtenus auprès d'agents russes, ce que nie la plateforme. Alors qu'est-ce qu'il a fait en révélant ces milliers de courriers piratés provenant du Parti démocrate au sujet de Hillary Clinton en 2016, pendant la campagne? Pourquoi ? Oui, alors il s'agit de courriels du DNC, c'est l'organisme qui pilote en fait le Parti démocrate américain. C'était des courriels, donc il y a 2 parties. Il y a les courriels du DNC et puis il y a les courriels de John Podesta, qui était le directeur de campagne d'Hillary Clinton. Et donc ces courriels étaient très très embarrassants pour le Parti démocrate et notamment pour sa direction, parce qu'ils révélaient notamment que le parti avait triché et avait privilégié Hillary Clinton au détriment de Bernie Sanders, notamment en donnant à Hillary Clinton les questions
qui allait être posée lors des débats des primaires face à Bernie Sanders. Bon, c'est pas l'unique scandale. On sait aussi que Hillary Clinton donnait des conférences très grassement rémunérées à Goldman Sachs, que sa société, enfin sa fondation, la fondation Clinton, recevait de l'argent de l'Arabie Saoudite, là, beaucoup d'argent aussi. Enfin voilà, il y a toute une accumulation de faits de corruption, de duplicité, de double discours. Et donc ça a quand même conduit à la démission de la directrice du DNC et de d'autres responsables. Donc ça, objectivement, oui, ça a vraiment nuit à la campagne Hillary Clinton. C'est des faits graves. Que là, la dépêche de l'AFP ne prend pas le soin de rappeler. Le discours dominant dit que ces courriels ont été obtenus par un piratage commis par des hackers russes, sauf que ça, il n'y a aucune preuve de cette chose-là, et il n'est même pas prouvé qu'il s'agit d'un piratage. On ne sait pas si, est-ce que c'est une fuite, quelqu'un de l'intérieur qui aurait fait fuiter les données, ou est-ce qu'il s'agit d'un piratage. Donc, d'autant qu'il y a eu une enquête très, très chère, très longue, très, très coûteuse pour essayer de montrer qu'il y avait eu une intervention des Russes dans les élections. Oui, c'est là ce qu'on appelle le Russiagate, avec l'enquête sur la collusion supposée entre l'équipe de Donald Trump et Moscou en vue de faire élire l'homme d'affaires à la présidence des États-Unis. Là encore, l'enquête du procureur spécial Robert Mueller est aboutie à l'absence de preuves de cette collusion. Donc, dans le discours dominant, on essaie de mêler, en ce qui concerne Assange, de mêler Trump, les Russes, tout ça, collusion, entente en vue de faire élire Trump. Le rappel de la citation, là, Donald Trump. J'adore Wikileaks. J'adore Wikileaks. Ça, c'est d'une façon moyennement subtile d'associer Trump, Russie, Assange, Wikileaks. Tout ça, c'est la même mouvance. C'est des gens troubles. Oui, troubles. Qui cherchent à déstabiliser la grande démocratie américaine. Pour autant, est-ce que Trump a soutenu Assange après avoir dit j'adore Wikileaks? C'est lui qui l'a poursuivi. Hein. L'acte d'inculpation, tout ça date du mandat de Trump. Donc s'il dit j'adore Wikileaks, c'est une drôle de façon de remercier Assange que de le poursuivre. Et puis c'est également pendant son mandat que les projets d'enlèvement et d'assassinat ont circulé. Donc sous-entendre que Assange et Trump seraient de bons amis, bras dessus, bras dessous, c'est de la calomnie, c'est un mensonge. Alors malgré effectivement le résultat de l'enquête dont tu viens de parler, tous les éléments qu'on a aujourd'hui ou qu'on n'a pas, puisque effectivement après malgré les moyens ils ont pas prouvé, quand même la dépêche dit bien ces documents ont été obtenus auprès d'agents russes selon la CIA. Et alors évidemment comme c'est une dépêche AFP absolument neutre, elle rappelle que ce que nie la plateforme, donc oui. On est très équilibré là. Selon la CIA, voilà. Bon, c'est selon la CIA. Ça c'est pas faux. C'est ce que nie la plateforme. Donc là, on peut dire que l'ambiguïté demeure. Mais je remarque que depuis quelque temps, les médias dominants affirment moins souvent qu'il s'agit d'un piratage commis par des hackers russes. Parce que le Russiagate part en morceaux, mais vraiment, ça ne tient plus du tout l'eau. Et donc, il y a quand même une espèce de recul, un peu plus de prudence sur ce dossier-là, parce qu'il faut savoir que maintenant, il y a des proches, des collaborateurs d'Hillary Clinton qui sont inculpés aux États-Unis pour avoir fait de faux témoignages, en fait, auprès du FBI, afin que le FBI enquête sur cette prétendue collusion entre Trump et la Russie. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler de cette affaire, et je pense que les journalistes savent que tout ça est en train de se produire aux États-Unis. C'est pour ça quand même, dès qu'on aborde ce thème, on emploie des tournures un peu moins affirmatives que par le passé. Voilà. Tout le monde a l'air de penser que, d'accord, si tu publies les emails professionnels mais privés
d'un candidat, ça lui fait perdre des élections. Bonjour l'état de la démocratie et la qualité des candidats. D'autant qu'il faut rappeler qu'aux États-Unis, c'est une règle. Normalement, les élus doivent pas les publier, mais en tout cas conserver et archiver auprès de la Library of Congress les conversations concernant les décisions politiques. Hillary Clinton en a fait démolir un paquet. Je veux dire, elle avait un procès, une enquête du FBI aux fesses, etc. Moi, je conteste même l'idée que Julian Assange ait fait perdre Hillary Clinton. Parce qu'en plus, il faut accuser le système bizarre américain d'avoir fait élire Trump, qui était minoritaire en nombre de voix. Donc cette accusation en soi est totalement vide. Mais même s'il n'était pas vide, est-ce qu'on peut... Moi, je suis pris de vertige devant un journaliste comme celui qui est sorti du siège du Monde et qui nous l'a sorti comme ça. On ne peut pas défendre Assange, il a fait perdre Hillary Clinton. Est-ce qu'on peut s'arrêter 30 secondes et se dire qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un journaliste qui pense qu'un autre journaliste, un confrère, doit aller 175 ans de prison pour avoir fait perdre ou gagner un candidat dans des élections absolument régulières et où les deux candidats étaient les candidats officiels d'un système qualifié de démocratique par tous. C'est pas mon problème à moi et encore moins celui de Wikileaks si Trump était candidat. Il était de façon très régulière. Si vous en voulez à Trump, il faut s'en prendre au système électoral américain, rapport d'argent et patati patata. Donc l'idée qu'on puisse envoyer, c'est absolument dégueulasse. Ça veut dire que s'il avait fait le contraire, il serait un héros aujourd'hui ou quoi exactement? Tu vois ce que je veux dire? Comme si ce crime méritait une peine supérieure à ce que prendrait un criminel de guerre, un assassin en série ou Dieu sait quoi. Encore une fois, la dissonance cognitive sur ces éléments-là, les mecs qui sont hors sol. On peut ajouter un argument. Si Wikileaks avait reçu ces courriels du DNC et de John Podesta, mais les avait gardés et révélés après l'élection présidentielle, ben là, c'était aider Hillary Clinton. Donc ça retourne la question. Mais les journalistes des médias dominants s'identifient tellement au Parti démocrate et à la galaxie, voilà, de médias, de fondations, de think tanks qui gravitent autour, qui voient absolument pas le problème. Pour eux, c'est une évidence qu'il fallait aider Hillary Clinton à gagner. Quitte en mentant, en masquant la vérité ou en la laissant tricher devant Bernie Sanders. C'est ça, parce que la cause est tellement supérieure que Hillary Clinton, mais ça lui revenait de droit en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'ont pas noté vraiment, y compris les gens qui défendaient Bernie Sanders, parce que lui-même, visiblement, il n'a pas donné suite après au fait qu'il s'est retrouvé face à un candidat qui a triché contre lui aux primaires. Il n'a pas donné suite, Bernie Sanders. Non, oui, on peut s'interroger sur sa réaction. Il a une espèce d'allégeance au Parti démocrate qui ne veut pas bousculer trop. Alors, ça lui a peut-être coûté cher. Et puis même, quand on l'a accusé dans certains médias d'être également favorisé par les Russes, parce que ça fait partie encore des fausses informations qui ont été diffusées. Les Russes cherchent à favoriser Bernie Sanders. C'est dommage, il a dit oui, c'est quand même inquiétant, il faudrait enquêter là-dessus, alors qu'il aurait dû dire mais écoutez, vous vous moquez du monde. On sort du Russiagate et vous continuez à nous sortir ce genre d'arguments. Bon, malheureusement, c'est pas la ligne qu'il a adoptée. Ça continue là dans la dépêche. Cet épisode, alors je la lis, cet épisode a alimenté les soupçons par ses détracteurs de collusion avec la Russie d'un Julian Assange dont les révélations se font souvent au détriment des États-Unis. Alors déjà, je couple parce qu'il y a une virgule, mais souvent au détriment des États-Unis. C'est vrai cette information quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup quand même d'informations qui sont au détriment des États-Unis. Les révélations de 2010 auxquelles on pense concernaient, majoritairement les États-Unis. Mais il y a des dossiers moins médiatisés révélés par Wikileaks qui concernent d'autres pays, dont, étonnamment, la Russie. Alors, il y a des documents sur la Russie dans le Cablegate, les câbles diplomatiques américains, et des éléments contenus dans ces câbles portant sur la Russie ont été utilisés dans le cadre de procédures contre l'État russe et ont été remportés grâce donc à ces éléments factuels. Puis il y a aussi tout un dossier qui porte sur la Russie avec Spy File Russia. C'est ça, avec les liens d'une société privée qui travaille dans le domaine du renseignement et ses liens avec l'État. Donc ça n'a pas été beaucoup médiatisé ce dossier, mais il existe. Alors
c'est peut-être pas de la même ampleur que les dossiers sur l'Irak, l'Afghanistan, etc. Mais bon, qui fait le plus de guerres aussi? C'est les États-Unis, donc ça génère plus de documents aussi. La question à se poser. Je continue après la virgule. Et qui a collaboré avec la chaîne de télévision Russia Today, proche du Kremlin, parce qu'on ne peut pas nier. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Assange a collaboré avec la chaîne de télévision Russia Today, RT, proche du Kremlin? Bon, alors là, pour une fois, c'est une formulation moins mensongère que celle auquel on a droit habituellement. En fait, Wikileaks avait un projet en fait, d'émission, d'interview avec une société de production. Ils faisaient des interviews avec de grandes personnalités du monde. Et ils ont vendu ce produit, ces interviews, à différents médias, dont RT. RT était, parmi d'autres, les diffuseurs de ces interviews. Alors, RT a beaucoup promu ces émissions, donnant peut-être l'impression que c'était eux qui la produisaient. Mais factuellement, c'est faux. Ils faisaient partie de diffuseurs parmi d'autres. Donc, collaborer avec la chaîne de télévision RT, c'est pas faux, mais il faudrait quand même préciser qu'il ne s'agit pas de Julian Assange n'était pas un animateur de la chaîne de RT. La question qu'on peut se poser, effectivement, c'est pourquoi les autres chaînes n'ont pas été intéressées par ces émissions. Oui, ça c'est une bonne question. Et puis on pourrait dire aussi, et quand bien même il aurait été un animateur de la chaîne RT, est-ce que c'est si grave que ça? Il recevait beaucoup de sollicitations de la part des grandes télévisions américaines. Même s'il avait été un animateur de la chaîne RT, il n'y aurait pas matière à le condamner pour autant. Oui, c'est ça. C'est vrai que RT n'est pas plus une télé pirate que les CNN aux États-Unis ou BFM ou CNews en France, quoi. Alors, je continue parce que après peut-être un peu plus rapidement parce qu'après il y a un autre chapitre dans cette dépêche qui est assez long, qui est libérer la presse. Alors ça c'est un titre. C'est un peu, ils reviennent sur le parcours je vais aller un peu plus vite là-dessus. L'Australien a commencé sa vie ballottée de droite à gauche par sa mère, Christine Assange, une artiste de théâtre séparée de son père avant sa naissance. Il compare son enfance à celle de Tom Sawyer, entre construction de radeaux et exploration de son environnement. À 15 ans, il a déjà vécu dans plus de 30 villes australiennes avant de se poser à Melbourne, où il étudie les mathématiques, la physique, l'informatique. Tout ça, c'est dans sa fiche Wikipédia. Ça c'est bien, il n'y a pas d'erreur. Happé par la communauté des hackers, il commence à pirater les sites internet de la NASA ou du Pentagone en utilisant le pseudonyme de Mandex. Alors ça, on peut renvoyer aussi au bouquin excellent qui s'appelle Underground, où il raconte tout ça. Bien que sur la NASA, on ne sait pas, hein, là aussi c'est pareil, c'est une affirmation, on ne sait pas s'il a vraiment, on ne sait pas du tout s'il a piraté la NASA. C'est vrai, oui, ce hacking historique, on n'a toujours pas la preuve qu'il y a participé. Ouais. Il n'a jamais revendiqué en tout cas. Lorsqu'il lance Wikileaks pour libérer la presse et démasquer les secrets et abus d'État, ça entre guillemets, il devient, selon un de ses biographes, l'homme le plus dangereux du monde. Il devient connu du grand public en 2010 avec la publication des centaines de milliers de documents américains. Il est alors présenté comme un champion de la liberté d'informer. Point. 10 ans avant son élection à la présidence des États-Unis, Joe Biden, alors vice-président de Barack Obama, estimait lui que Julian Assange s'apparentait davantage à un terroriste high-tech. Là, voilà, on retrouve la phrase d'accroche. À un terroriste high-tech qu'à un héritier des Pentagon Papers ayant révélé dans les années 70 les mensonges des États-Unis sur la guerre du Vietnam. Alors là, il y a quelque chose à dire. Les Pentagon Papers, c'est quand même la plus grosse affaire révélée par Daniel Ellsberg. Oui, on tente de faire une... Joe Biden, mais c'est pas le seul à faire ça, tente de séparer Daniel Ellsberg et Julian Assange, comme s'il y avait une différence de nature fondamentale, alors que Daniel Ellsberg lui-même dit que non, c'est vraiment le... Bon, Daniel Ellsberg est un lanceur d'alerte, Julian Assange est un journaliste, mais dans la nature des révélations, leur importance, les méthodes utilisées, non, c'est la même chose, et il l'a répété lors des audiences d'extradition, il a été appelé comme témoin. Donc, vouloir créer une dichotomie comme ça entre Julian Assange et Daniel Ellsberg en disant c'est fondamentalement différent, non, c'est dans le même état d'esprit, c'est le même. D'autant que Daniel Ellsberg est un soutien permanent de Wikileaks et de Julian Assange. Mais peut-être, on pourrait peut-être s'arrêter un petit moment, Victor, sur cette notion de lanceur d'alerte qui est souvent associée à Assange.
lanceur d'alerte. La distinction est importante d'abord parce que factuellement c'est très important, mais aussi légalement ça a son importance. Sur le plan de vue factuel, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui prend des risques dans le milieu de travail où il évolue et qui révèle des secrets, bien que le terme me gêne un peu. D'abord, il va révéler des anomalies de fonctionnement d'un système. C'est ça l'objectif d'un lanceur d'alerte, de lancer une alerte, de lancer un cri d'alerte. De l'autre côté, il y a des journalistes qui publient ou non les informations reçues. D'accord ? Wikileaks a été créé d'ailleurs spécifiquement pour les lanceurs d'alerte. Système d'anonymisation très précis pour ça. Donc quand le journaliste du AFP la part d'un cyber-warrior, je conteste ce terme. Peut-être que lorsqu'il était adolescent, on pouvait le qualifier de cyber-warrior. Nous sommes au XXIe siècle. Julian Assange est devenu un journaliste avec une maison de presse qui a créé un site d'information destiné aux lanceurs d'alerte. Oui, mais attends, son image de cyber warrior, entre guillemets, aux cheveux blancs, c'est-à-dire que c'est pas l'AFP qui le dit, ils disent son image de cyber warrior. Oui, mais... Il y a des guillemets. Oui, il y a des guillemets. Peut-être, n'empêche que souvent les guillemets n'y sont pas. Et parler de hacker, de pirate, etc., comme si c'était quelqu'un qui travaillait en marge ou à la limite de la loi, alors que son activité était totalement classique, de par sa forme, sinon de par son volume. C'est ça l'élément le plus important, c'est que le volume a explosé. Mais la forme, au fond, était tout à fait classique. Je reçois des données, j'estime qu'ils sont publiables, et je les publie, point barre. Alors on va venir là-dessus, parce que ça c'est le dernier gros point de critique de Assange qui revient tout le temps. Le problème de la nuance légale, qui dans ma tête n'existe pas, mais il existe sur le plan pratique. Aux États-Unis, par exemple, les lanceurs d'alerte violent la loi. D'ailleurs, ce sont les lanceurs d'alerte aux États-Unis, lorsqu'ils sont américains, qui se retrouvent en prison. Un journaliste ne se retrouve pas en prison pour avoir publié les documents transmis par un lanceur d'alerte, protégé qu'il est en théorie par le premier amendement de la Constitution qui protège la liberté de la presse. Donc la distinction n'est pas en soi neutre, c'est véritablement de quel côté de la barrière tu te trouves. D'ailleurs, si les lanceurs d'alerte n'étaient pas en danger, à quoi aurait servi leur anonymisation ? D'accord ? Donc il s'agissait, le Wikileaks était véritablement un outil prévu pour protéger les lanceurs d'alerte. Et qui dit protéger, c'est qu'ils sont en danger. Et c'est d'ailleurs, à titre de rattraper un peu l'actualité, où on parle de faire des lois de protection des lanceurs d'alerte, je dis et je répète que la meilleure protection d'un lanceur d'alerte, quel qu'il soit, la seule en réalité, c'est son anonymat. Alors tout à fait. Alors on rappelait au passage que Manning, qui a révélé l'essentiel des documents dont on parle, des carnets afghans et des logs irakiens, Manning et des câbles diplomatiques, c'est-à-dire les plus grosses révélations de l'histoire d'information, on peut dire, révélées par Wikileaks. On ne devrait pas connaître son nom si Manning n'avait pas communiqué sur un réseau dans lequel il a été dénoncé à la suite de ça. Donc sinon, effectivement, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi Manning, on connaît Manning, mais en fait, on ne devrait pas connaître Manning. Normalement, on n'aurait jamais dû apprendre le nom de Chelsea Manning ou de Bradley Manning, effectivement. Alors je continue, parce que là, on arrive au dernier grand point qui est quand même fondamental. Donc évidemment, je vais un peu vite là. Selon le vice-président nord-américain, alors là, pour une fois, il cite Assange. Entre guillemets, selon le vice-président nord-américain, la vérité sur les États-Unis, c'est du terrorisme, avait rétorqué Assange. Sa notoriété grandit, les critiques s'accumulent. En 2011, les 5 journaux, dont le New York Times, le Guardian et Le Monde, associés à Wikileaks, condamnent la méthode de la plateforme qui rend public les télégrammes du département d'État américain non expurgés. Ils estiment que ces documents sont susceptibles de mettre certaines sources en danger. La critique sera reprise par le lanceur d'alerte Edward Snowden. Alors là, il faut s'arrêter parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans cette phrase. Alors, Laurent, en quoi les méthodes de la plateforme qui rend public, donc ça on ne peut pas le contester, qui rend public des télégrammes du département d'État américain, mais par contre non expurgés. Alors là c'est là que c'est la plus grosse critique qui est faite, une critique à l'irresponsabilité de la part d'Assange. Oui, là on a affaire à une fausse information. Il y a un partenariat avec ces grands journaux internationaux, et donc il y a un processus d'édition.
Et les documents sont soigneusement expurgés. Et il faut savoir que Julian Assange a passé énormément de temps à le faire lui-même. Wikileaks, c'est une petite équipe. Et il a passé beaucoup de temps à enlever le nom de personnes qui pourraient être exposées. Il a consulté les autorités américaines en amont, avant les publications, pour veiller à expurger les documents. Il y a un aspect plus subtil, c'est que 2 journalistes du Guardian, Luke Harding et David Lee, ont publié à la va-vite un livre dans lequel ils ont reproduit le mot de passe qu'Assange avait confié à l'un d'eux, un mot de passe qui permettait d'accéder aux câbles diplomatiques dans des versions non expurgées, l'intégralité des documents, voilà, tels quels. Et donc ils ont commis cette grave imprudence. Alors eux disent après qu'ils pensaient que le mot de passe était obsolète, et donc bon, bref, en tout cas, ce mot de passe publié a permis à des personnes d'accéder aux documents, et Assange l'a su évidemment. Et donc il savait que le journal allemand Der Freitag s'était procuré ces documents. Il savait également que le site Cryptome, mais ça viendra après, allait les publier intégralement, ce qui a été effectivement fait. Donc là, il y avait une question d'urgence. Que faire une fois qu'on sait que ces documents vont être rendus publics in extenso? Et ben, il a essayé, on le voit dans le documentaire Risque de Laura Poitras, il a essayé de contacter les autorités américaines, Hillary Clinton, pour anticiper que les Américains préviennent les personnes sur le terrain pour qu'ils se mettent à l'abri, tout ça. Donc il a fait vraiment tout ce qu'il était en capacité de faire pour essayer de limiter les dégâts, tout ça. Mais bon, ses interlocuteurs dans l'administration américaine étaient très longs à comprendre. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, parce qu'il y avait vraiment urgence. Il faut préciser que Wikileaks a finalement publié les documents in extenso, mais pourquoi Assange et l'équipe de Wikileaks se sont dit: quel est le meilleur moyen, en fait, on sait que les documents vont être révélés, ils sont déjà en circulation, quel est le meilleur moyen pour que les personnes concernées prennent des dispositions pour se mettre à l'abri? C'est que Wikileaks, qui est beaucoup plus connu que Cryptome, eh bien, les publie, et là, les gens auront connaissance plus rapidement des éléments les concernant et pourront se mettre à l'abri. C'est vraiment c'est l'urgence qui dictait la conduite d'Assange. Que faire, en fait? Les gens qui lui reprochent ça, qu'est-ce qu'ils suggèrent, en fait? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, selon eux? Pour rattraper finalement l'erreur ou la gaffe des journalistes très responsables du Guardian. C'est ça. Alors, comme les journalistes du Guardian ont davantage d'espace médiatique pour faire valoir leur point de vue, c'est celui-ci qui domine dans les médias. On les comprend, parce que c'est une faute extrêmement grave, en fait, qu'ils ont commise. Donc, autant la mettre sur le dos d'Assange, oui. Voilà ce que reprend encore l'AFP donc, dans cette phrase qui est, on peut le dire maintenant, une fake news. Donc ils estiment que ce document sont susceptibles de mettre certaines sources en danger. Alors, ok, mais alors est-ce que vraiment, malgré tout, ça a fini par être le cas? Est-ce que finalement, Victor, on peut dire que Wikileaks, avec ses révélations, a mis des gens en danger? Enfin, quand on dit des gens en danger, c'est des Américains, des citoyens, des soldats, des agents. Est-ce que ça a mis en danger des gens? Il faut d'abord souligner l'ironie d'où vient l'accusation. Reprocher à Wikileaks et à Julian Assange d'avoir mis en danger par ceux-là même qui ont assassiné et généré des guerres non provoquées, c'est-à-dire le crime des crimes selon le tribunal de Nuremberg, c'est quand même fort. C'est quand même fort de s'attacher à ça. La deuxième chose, c'est que quand même bien qu'il y aurait eu des gens, il faudrait encore se poser la question de qui. Nous sommes en train de dénoncer une armée d'occupation qui a effectué énormément de crimes dans un pays. Donc le danger serait pour qui exactement? Mais le fin fond du problème, c'est que les Américains, depuis le début que cette accusation a été lancée, sont incapables de donner un seul exemple. Ils l'ont été incapables de le donner pendant le procès de Bradley Manning, Chelsea Manning, puisque c'est elle qui est à l'origine de ces fuites. Et ils ont encore été incapables de le faire lors du procès de Julian Assange lui-même, où la question est revenue sur le tapis, où les avocats, les procureurs américains ont passé une bonne partie des sessions, des audiences, à reprocher justement et à relancer ce thème que Julian Assange aurait mis des vies en danger. C'est quand même fort,
très fort de réussir à faire durer pendant 10 ans une accusation sans qu'il y ait ne serait-ce qu'un seul élément. On ne peut même pas nier quelque chose puisqu'il n'y a rien au bout de cette accusation. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont même pas réussi à mettre n'importe quel élément, même pas fabriquer la preuve, puisqu'ils l'ont retiré eux-mêmes de leur condamnation, de leur accusation, dans le dernier procès, quoi. Oui, mais comme tout, ce procès, le dossier américain est vide. Il faut bien comprendre ça. Je l'ai dit une fois par ironie, en disant que Julian Assange n'était accusé de rien. D'abord parce que le dossier est vide. Il y a des vagues accusations de hacking, de piratage, qui ont été soutenues ou données par un Islandais, qui lui-même maintenant est en prison en Islande, qui admet avoir menti. Alors lui, c'est un témoin clé dans l'affaire. C'est le seul témoin, en fait, qu'il y a. C'est le seul témoin qu'il y a des crimes qu'aurait commis Julian Assange. C'est-à-dire que lui, il faut rappeler qui c'est. Siggy Thordarson, qui se faisait passer pour un hacker de haut niveau, qui prétendait travailler avec Wikileaks à l'époque et qui aurait été vendre au FBI des informations en échange d'une immunité. On se demande quelle immunité, puisque le gars il est islandais, lui non plus il n'était pas sous juridiction américaine, mais en fait cette affaire est assez embellifoquée comme ça. Le fait est que le personnage se révèle être un pédophile condamné, un psychopathe diagnostiqué qui a fait des séjours en hôpital psychiatrique, et un escroc notoire. Et il a révélé et admis avoir menti à un journaliste islandais au mois de juin. Alors tu peux pas me dire, il y a des gens qui me disent, oui mais un psychopathe qui admet avoir menti, est-ce qu'il n'est pas en train de mentir lorsqu'il admet avoir menti? Certes, sauf que dans ce cas-là, il a transmis aux journalistes islandais les chatlogs, les échanges de courriels et tous les documents qu'il avait en sa possession. Le journaliste islandais a 20 000 pages de documents qu'il offre à la disposition de toute la grande presse, que personne pour l'instant n'est allé le voir, ce journaliste d'investigation islandais, qui est venu devant le tribunal à Londres pour essayer de donner des interviews et d'attirer l'attention de la presse. Et cerise sur le gâteau, le fameux Siggy dont on parle, le fameux témoin américain, il se trouve lui-même actuellement en prison depuis le mois de septembre 2021, dans une prison de haute sécurité. Il n'y a plus de témoins, il n'y a pas de victimes, il n'y a aucune activité signalée qui soit hors du normal selon les journalistes d'investigation. Je ne suis pas un journaliste d'investigation, mais quand une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de journalistes d'investigation te disent « Tiens, c'est bizarre, mais ce que les Américains décrivent là, c'est une de nos journées de travail », je pense qu'il y a matière à s'affoler. C'est pour ça que je dis qu'il n'est accusé de rien. Alors, pour finir sur la dépêche qui dit « mettre certaines sources en danger », la critique sera reprise par le lanceur d'alerte Edward Snowden, affirme l'AFP. Alors ça, c'est très surprenant. Encore une fausse dichotomie. Alors voilà, on a Assange, Ellsberg, il y a aussi Assange, Snowden. Voilà, on cherche à établir des distinctions fondamentales qui n'existent pas. Et récemment, Frédéric Martel, qui est un producteur, animateur de France Culture, dans son émission Soft Power, a réagi en fait à la proposition des 40 députés là, français qui veulent proposer l'asile politique à Assange. Lui, il a pris 3 minutes de son émission qui dure 1h30 pour dire qu'il était farouchement contre l'asile politique en faveur d'Assange. Et son fil rouge, l'argument principal, c'était que, contrairement à Snowden, Assange était quelqu'un d'irresponsable, qui publiait des documents non expurgés. On retrouve encore cette chose-là. On avait ici, dans cette émission, défendu la même proposition s'agissant d'Edward Snowden, mais là, je pense qu'il est intéressant de distinguer les deux cas, et de mon point de vue, c'est plutôt une erreur que de le faire pour Assange. Autant Snowden, bien qu'il soit clairement un coupable de délit, mérite, me semble-t-il, d'être pardonné parce qu'il a révélé au grand jour un fonctionnement illégal massif de la NSA, et que cette faute commise par l'agence de renseignement américain est, d'une certaine manière, très supérieure à celle du jeune informaticien. En revanche, Assange ne me semble
semble pas autant défendable, hein, car il est globalement pas acceptable en démocratie de rendre toutes les données publiques indistinctement et sans tri, surtout pas celles comprenant le nom d'agents publics qui peuvent être arrêtés ou assassinés par des forces totalitaires ou islamistes. Les données de Snowden avaient été filtrées, choisies par des journalistes, notamment anglais et américains, et notamment par Glenn Greenwald qui vit aujourd'hui au Brésil. Ce n'est pas le cas pour Assange. Le premier, Snowden, a commis un délit, mais en poursuivant une logique de droit, avec pour intention infaisable certes, naïve également, d'améliorer l'État et d'être fidèle à la Constitution américaine, alors que le second, Assange, a voulu, lui, en revanche, me semble-t-il, saboter l'État dans une logique purement anarchiste, sans autre objectif que de foutre le bordel, entre guillemets. En faisant de Snowden et Assange des héros interchangeables, comme beaucoup de militants anarchistes, la proposition de loi de Cédric Villani est, me semble-t-il, une erreur, je pense, car nul ne peut sérieusement défendre par principe la fuite des données ou penser que les hackers constituent par nature un modèle idéologique pour la France. C'est une proposition, me semble-t-il, erronée et intellectuellement fausse. Snowden défend, mais vraiment bec et ongle, Assange. Très récemment encore, il a témoigné dans ce qu'on appelle le Belmarsh Tribunal. Il est totalement du côté d'Assange et de Wikileaks. Donc là, la dépêche de l'AFP, en fait, en glissant cet élément, laisse entendre que Snowden s'est totalement retourné contre Assange et désapprouve les méthodes et que Assange a une déontologie déplorable. C'est faux. Et il faut ajouter que qui a permis à Snowden de quitter Hong Kong au moment où il fait ses révélations au monde, il se révèle aussi au monde. Eh bien, c'est Wikileaks par l'entremise de Sarah Harrison, la numéro 2 de Wikileaks à l'époque, qui est envoyée là-bas et qui permet à Snowden de quitter Hong Kong et d'échapper au long bras de Washington. Voilà, alors il faut dire aussi comme élément, si ceux qui nous écoutent en doutent, qu'ils peuvent aller voir aussi les tweets de Snowden. Hein. Snowden tweet régulièrement, c'est bien lui derrière le tweet, et alors on dirait des fois que l'AFP ne connaît pas l'existence de Twitter. Hein. C'est quand même un élément maintenant dans le journalisme qui est quand même important, de savoir ce que disent les gens sur Twitter. En tout cas, on invite les journalistes de l'AFP à aller lire un peu Twitter de temps en temps. Pour terminer, l'avant-dernière phrase, cette phrase. Mais un noyau dur lui est resté fidèle, à l'instar de la créatrice britannique Vivienne Westwood et nombre d'associations de journalistes ou de défense des droits humains. Alors là, c'est assez tordu, parce que Vivienne Westwood, d'abord, il faut signaler que, parce que c'est quelqu'un qui est connu dans le monde de la mode, mais quand même, il faut signaler qu'elle soutient Assange, et c'est déjà formidable, c'est déjà bien que des gens très connus comme ça se mouille, et c'est pas la seule. Mais alors justement, c'est pas la seule. Pourquoi il relève le fait que ce soit Vivienne Westwood? T'as une idée, toi, Victor Dedage? Le fameux noyau dur, il faudra voir la taille du noyau, hein, parce que dans ce noyau dur, le dernier précaré, je suppose, il y a la Fédération internationale de journalistes qui regroupe 650 000 salariés de la profession. Il y a le syndicat des journalistes britanniques, australiens, français, norvégiens. En fait, le noyau dont il parle, c'est une boule énorme qui regroupe aussi Reporters sans frontières, Amnesty International, Human Rights Watch, le ACLU américain. En fait, toutes les grandes organisations de défense des droits de l'homme qui comptent, le Pen Club, des associations d'avocats. Ce qu'il essaye de réduire à un noyau, c'est la technique classique de la presse institutionnelle et de l'AFP depuis des années, c'est de faire croire que l'affaire Julian Assange n'intéresse qu'une minorité, qu'un microcosme, de ramener cette affaire à un fait divers, alors qu'il s'agit du procès politique contre la presse la plus importante du moment. Et eux, ils le ramènent ça à Vivienne Westwood, qui est une designer de mode, ou je ne sais pas exactement, mais on pourrait en sortir d'autres noms qui seraient encore plus représentatifs peut-être du problématique. Et c'est leur technique habituelle qui consiste à minimiser l'importance du soutien, pour mieux cacher leur silence. D'accord ? Parce que pourquoi on n'en parle pas ? Parce que personne s'y intéresse. Et si personne s'y intéresse, on ne va pas en parler. Donc ils fabriquent eux-mêmes leur propre biosphère de désinformation. Alors que Julian Assange est défendu, je répète, par toutes les grandes organisations. Alors quand même, je vous signale quand même une vieille dépêche du 24 février 2020 qui finissait ainsi. Alors vous allez voir, parce qu'on est tombé dessus par hasard.
Mais un noyau dur lui est resté fidèle, à l'instar de l'actrice américaine Pamela Anderson ou encore la créatrice de mode Vivienne Westwood. Alors là, elle n'y est plus dans la dernière Pamela Anderson, mais longtemps, ce qui est quand même un soutien de poids, hein, mais qui a aussi une image de people, etc., ça se retourne contre Assange, le fait qu'il soit défendu par une star comme Pamela Anderson. Oui, là, tu as débusqué une technique, en fait, visant à folkloriser, en fait, la défense d'Assange et à laisser entendre qu'il y a quelques personnalités comme ça, people, plus ou moins folkloriques, ouais, qui le défendent. Pamela Anderson a défendu Assange et quand il le fait, c'est très bien, mais il n'y a pas de raison d'ailleurs de la moquer de façon détournée. Et puis voilà, comme l'a dit Victor, il y a bien d'autres personnes, et on peut citer Nils Melzer aussi, rapporteur spécial de l'ONU sur la torture. John Pilger, il y a aussi Oliver Stone, Noam Chomsky, enfin voilà, le collectif Doctors for Assange, c'est 300 médecins qui alertent, qui publient des tribunes, qui se démènent pour faire savoir que Julian Assange est victime de torture psychologique, qu'il ne reçoit pas les soins médicaux appropriés. Donc, laisser entendre que Assange serait comme ça, isolé, défendu par des personnalités originales, ça fait partie des stratagèmes encore. Alors pour finir la dépêche, quand même, finit sur une bonne conclusion. Vendredi, sa compagne a estimé que la décision de la Haute Cour à Londres allait, entre guillemets, contre les fondamentaux de la liberté de la presse et de la démocratie. Fermeture des guillemets, point. Donc là, on peut saluer la dépêche de l'AFP de terminer quand même sur une note plutôt assez honnête. Oui, sur une citation. Alors parfois aussi, on a vu mentionner le fait que Julian Assange et Stella Morris avaient reçu l'autorisation de se marier. C'est utilisé comme une façon aussi un peu condescendante et folklorique pour minimiser en fait la gravité de tout ça. Frédéric Martel, que j'ai mentionné tout à l'heure, termine sa philippique anti-Assange en disant « Oh, mais bonne nouvelle pour Assange, il va pouvoir se marier. » On entend qu'il sourit en disant ça. Enfin, c'est honteux. À aucun moment il parle du fait que Julian Assange subit une torture psychologique et il dit « Ah, bonne nouvelle, il va pouvoir se marier. » Il y a quand même, pour terminer, parce que là c'était la dépêche, donc juste une dépêche, une dépêche du 10 décembre 2021, donc je rappelle le titre. Julian Assange, héros controversé de la liberté d'informer. Voilà, c'était le titre qu'avait choisi l'AFP ce vendredi 10 décembre pour annoncer donc quand même le recours probable devant la Cour suprême après la déclaration du juge. Mais alors, en cherchant sur Internet, un peu par hasard, en fait, en retapant le titre pour retrouver l'origine de la dépêche, en fait, on est retombé. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un message. Qui nous a lu et qui nous a envoyé un message au Muten Pangé en disant mais non, mais vous êtes trompé. Vous êtes trompé, vous parlez d'une dépêche du 10 décembre 2021, mais c'est pas vrai, parce que regardez la dépêche, d'abord vous dites qu'elle est signée Sylvain Pechemort, c'est faux. Moi j'ai trouvé la dépêche et là voilà, c'est bien le même titre, donc c'est Julian Assange, héros controversé de la liberté d'informer, mais elle est signée Édouard Guière, c'est bien une dépêche de l'AFP. Simplement, elle est du 19 novembre 2019. Alors là, on s'est dit, bah oui, merde, alors qu'est-ce qui s'est passé? On a mal lu la date et tout, on a mal lu l'auteur. Eh bien non, en fait, c'est le même titre. Et c'est toujours l'AFP, mais c'est le même titre. Et c'était en novembre 2019. Ils avaient déjà titré. Et alors, quand on commence à rentrer un peu plus dans la dépêche, on s'aperçoit que c'est à peu près un copier-coller, puisqu'il y a quasi des grands pans de copier-coller. Alors là, c'était celle que je vous ai lue tout à l'heure avec Pamela Anderson, donc là on l'a oublié maintenant, mais enfin il y a toujours Trump qui dit j'adore Wikileaks, il y a toujours l'image, son image, enfin il y a carrément des grands chapitres entièrement copiés-collés, donc on se demande ce qu'ils foutent à l'AFP des fois. Sylvain Pechemort, il a pompé, hein, il faut le dire, sur Édouard Guière, alors qu'il lui a dû pomper encore peut-être sur Sylvain Pechemort, on ne sait pas, mais on retrouve aussi Pechemort dans une dépêche du 24 février 2020, hein, après celle-ci, donc lors du premier rendu du procès, bien après. Et là, le titre, c'était un peu différent, c'est Julian Assange, héros controversé d'une transparence parfois troublée. Alors là, bingo, là il y a deux termes dans le titre, c'est pas mal. Il manque sulfureux, et là c'était la totale. Voilà, on est toujours dans l'AFP, alors là c'est pareil. On retrouve exactement les mêmes phrases dans la dépêche. Hein. Son image de cyber warrior s'est brouillée au fil des ans, en particulier avec des fusions. Exactement, c'est le même chapitre.
Alors, on a toujours, cet épisode a été alimenté les soupçons de collusion avec la Russie, dans Assange, etc., etc. C'est mot pour mot les mêmes dépêches. Alors, je peux continuer, parce du coup, on a tiré un peu la pelote, on a tiré, et effectivement, à chaque fois, on est tombé sur... alors, ces dépêches qui sont reprises un peu partout, notamment parce qu'il faut dire qu'elles sont reprises dans le monde entier francophone, hein, y compris, on a quelqu'un qui nous a écrit, Mouton Pangé, qui suit ça depuis le Québec, et qui nous a dit, ouais, mais j'ai retrouvé aussi ces arguments-là. Effectivement, c'est des copier-coller dans Le Devoir, qui est quand même un journal de référence au Québec. Alors oui, on peut en conclure que Sylvain Pechemort s'est auto-plagié. Voilà, il a repris de larges morceaux de dépêches antérieures. Alors je ne sais pas ce qu'il en est dans la charte de déontologie de l'AFP, si c'est permis de faire ce genre de choses. Alors on pourrait se dire, plagier des choses correctes et vraies, c'est pas très grave, mais alors plagier des erreurs, des calomnies, bon, ça l'est davantage. Alors écoute, on a posé la question à l'AFP, on leur a écrit, on a écrit un peu partout, on espère que voilà, ils nous répondront, ça fait maintenant quelques jours, on vous tiendra au courant. Est-ce qu'ils vont donner des explications sur ces erreurs factuelles qui remettent en cause carrément, moi je dirais, l'activité même de l'AFP et la nature même de l'AFP, c'est-à-dire une agence de presse qui raconte des faits. Alors après, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas le droit d'avoir des opinions, mais en tout cas, ils ont une obligation quand même de rigueur. C'est pas un édito, je le rappelle, du Figaro ou de l'UMA, ou c'est pas éditorial dans ce sens-là, mais on a bien vu, je pense, à travers cette dépêche, leur façon d'éditorialiser de façon assez perfide, subtile parfois. Là, ça l'était pas tellement, mais tout ça a quand même des conséquences, parce que tout ça, on le retrouve dans la presse quotidienne régionale, comme on le disait en intro, on le retrouve dans le monde entier, au Québec, pas ça, c'est quand même la référence, quoi, à l'AFP. Hein. Et on retrouve même ça dans des éditos et même des journaux, finalement, on retrouve même des suites dans des journaux comme Le Canard enchaîné cette semaine. Oui, alors le Canard enchaîné et Assange, il y aurait un article à écrire en fait sur la façon dont ils ont traité le Wikileaks, Assange depuis le début. Et là, donc, en fait, au milieu d'un article qui est plutôt, on va dire, plutôt correct, il y a comme ça ce fragment de phrase, donc c'est vers la fin. Certes, Assange est parfois confus, ambivalent, irresponsable, quand des documents non filtrés mettent des vies en danger. Voilà, on retombe sur cette fausse information. Consternant, donc Julian Assange est parfois consternant. Lors de la campagne présidentielle américaine, il avoue sa préférence pour Trump. Voilà, ça c'est largué comme ça pour, une fois de plus, laisser entendre que Assange et Trump sont bras dessus, bras dessous. Cela vaut-il 175 ans de prison? Oui, il y a une nuance quand même. On pourrait dire oui, ce sont des petites nuances, malgré tout, ils soutiennent, ils sont contre l'extradition. Oui, mais ce genre de petits éléments comme ça distillés, ça divise les soutiens, parce que les gens se disent oui, bon, c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait net, est-ce que je vais m'impliquer pour le soutenir, est-ce que je vais m'engager dans des organisations, est-ce que je vais en parler autour de moi, est-ce que je vais consacrer l'énergie nécessaire en fait pour soutenir cette cause? Et ben ce genre de choses, eh ben, ça tend à diminuer l'entrain en fait à soutenir Assange. D'autant qu'il y a quand même l'attitude générale des médias dominants, c'est quand même un silence quand même généralisé. Là, ils en ont parlé parce qu'il y avait quand même un événement, mais depuis des mois, c'est quand même plutôt le silence qui est la règle d'or, quoi. Et sauf dans les médias indépendants, je rappelle bien sûr, ou alors un quotidien comme l'Humanité qui fait sa une lundi sur Assange. Mais quelle est la part d'incompétence? Quelle est la part d'idéologie? Quelle est la part finalement éditoriale déguisée dans, par exemple, cette dépêche de l'AFP qu'on vient de décrypter pendant un moment? Oui, puis enfin, je crois qu'il est assez clair qu'on n'est pas en train de dire que tout ce que produit l'AFP est vérolé, est farci de fausses informations, de calomnies, d'approximations. Mais voilà, sur ce sujet-là, il y en a d'autres, hein, malheureusement, c'est pas le seul sujet qui génère des fausses informations et de la calomnie, mais il y a un grave problème de traitement de l'affaire Assange dans l'AFP, manifestement. Là, on a les dépêches récentes, d'autres plus anciennes, on voit qu'il y a clairement un biais défavorable en ce qui concerne Assange. C'est facile de se noyer dans les détails et les ramifications de l'affaire Assange, parce qu'elle commence à être longue, il y a une prolifération d'éléments qui sont parfois complexes à saisir dans leur chronologie, tout ça. Mais dans le fond, c'est extrêmement simple. Hein. Il s'agit d'un journaliste qui a publié des documents extrêmement embarrassants sur les États-Unis d'Amérique, et ces mêmes États-Unis d'Amérique entendent le faire payer très cher. Donc c'est une histoire
une sorte de vengeance en fait. Et il ne faudrait pas que tous les éléments qu'on a donnés occultent en fait ce fait très simple. C'est une histoire de vengeance. On cherche à punir quelqu'un qui a révélé des documents embarrassants pour Washington. Et une vengeance qui a aussi un but d'exemple. Oui, c'est de la dissuasion. Il s'agit d'intimider les journalistes, les lanceurs d'alerte, les gens qui seraient tentés de suivre l'exemple de Wikileaks et de Julian Assange. Victor, pour finir, après ça, tu penses que ça a marché, que ça a tué, en tuant le messager, on a tué le message ? Ils sont en train de tuer cette forme de message que Wikileaks voulait incarner, l'information brute, sans filtre, au service du peuple, sur la transparence notamment des pouvoirs et des institutions en général. Cette forme de journalisme, d'information, ils sont en train de le tuer, et ça se voit pour la simple et bonne raison qu'on n'a rien vu depuis. Et voilà, merci beaucoup à Victor Dedage qu'on vient d'écouter, avec Laurent Doré pour ce premier podcast des Mutins, enregistré à Paris le 15 décembre 2021. Et merci beaucoup à André Mainviel pour le générique Tambouroun Djoul.